Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène. Et Mélanie. C'est nous les intrépides. C'est nous les intrépides. À chaque fois, ça me fait penser à ça. Les non-professionnels. Du crime. Du crime. Du crime. Tabouin. Pour vous raconter des histoires horribles. Vraiment. Ça fait tellement longtemps qu'on a enregistré, Hélène. Oui, vraiment. J'ai l'impression que ça fait... Je pense que ça fait un mois, je pense. Plus que ça. Peut-être. Parce que pour la première fois de notre vie, on était organisés et on a réussi à enregistrer plus qu'un épisode à la fois. Mais par exemple, la semaine passée, on était supposés enregistrer puis les deux, on n'était pas prêtes. Ah, fait qu'on a mon repoussé Dieu. cette semaine. J'espérais tellement que tu sois pas prête aussi. On était autant pas prêtes, c'était parfait. Je pense que j'avais écrit un paragraphe de mon histoire. Mais écoute, je l'ai fini ce matin, tout va bien. Mais quand même. Quand même, moi aussi, je l'ai pas mal fini ce matin. Ben, tu l'as fini quand je suis rentrée chez vous tantôt. Ouais, je le relisais. T'étais en train de... Inquiétez-vous pas, la gang, on est préparés. Ouais, c'est juste qu'on aime relire. On aime relire nos histoires. Pro, ouais. Là, on va parler de l'éléphant dans la salle. Ça se traduit-tu, c'était? Ouais, l'éléphant dans la pièce. Ça se traduit? Magnota? Ouais, Magnota. Tu nous en parles-tu? Vous avez tellement été nombreux à nous écrire par rapport à ça. Oui. Surtout le reportage que TVA Nouvelle a fait. Tout le monde nous l'a envoyé. Merci vraiment beaucoup, d'ailleurs. Raconte-nous ça, Hélène. Ouais, c'est ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas ouvert les nouvelles dans les 2 dernières semaines, ben là, en fait, quand on va publier cet épisode-là, ça fait à peu près un mois que c'est sorti dans les journaux. Donc, Magnota, qui était à la prison de Port-Cartier, va être transféré à la prison de La Macasa, qui est dans les Laurentides, au nord de Montréal, où se trouve déjà Paul Bernardo. Donc, il va passer de Port-Cartier, qui est sécurité maximum, à La Macasa, qui est sécurité médium, moyenne. Et aussi, fait intéressant, il a changé de nom et de genre. Alors, il s'appelle maintenant Violette. Voilà. Donc, good for him. Her. Super. Her. Oui, hey, boy. Je m'excuse. Ça commence mal. Je m'excuse, Magnota, d'avoir mes genres. Je pense pas que t'as besoin de t'excuser à Luca Rocco Magnota. Écoute. Je pense que... Donc, maintenant, Violette Magnota. Je sais pas s'il a gardé son nom de famille. Violette Rocco? Violette Rocco Magnota ou juste Violette Magnota? J'ai pas... Ouais, à suivre. Donc, voilà la nouvelle de la semaine, du mois, de la décennie. Ben oui, grosse nouvelle. Imagine s'il se lie d'amitié avec Paul. Imagine. Tableau. Fait que Mel, t'as une histoire pour nous et j'ai aucune idée c'est quoi. Non, et là, je dois m'excuser parce que c'est une personne qui nous l'a suggéré et j'ai dit « Hey, oui, je prends ça en note, je veux faire le cas » et j'ai pas pris en note le nom de la personne qui l'a suggéré, donc je suis désolée. Tu nous écriras pour nous dire, puis je vais te créditer au prochain épisode. Je suis désolée. D'habitude, je le prends toujours en note, puis là, voilà, ça m'est sorti d'esprit. Puis j'ai essayé de faire une recherche sur nos messages Messenger, puis j'ai pas trouvé. Bref, pas important pour tout le monde, mais la personne qui nous a écrit, s'il te plaît, écris-moi et je vais te créditer prochainement, promis. Donc, je te raconte aujourd'hui... l'histoire de plusieurs personnes, en fait. Je vais commencer par te raconter l'histoire de Jessica Grimard. OK. Puis après ça va découler sur les histoires d'autres personnes impliquées. OK. Donc, on est en mai 2002. Jessica Grimard, 14 ans, elle vit sur la rue Eugène-Cuvette à Rivière-des-Prairies avec ses 2 sœurs, son père Yves et sa mère. Jessica, c'est une petite fille active avec une vie sociale bien remplie. Elle est décrite comme généreuse et toujours prête à aider les autres. Elle a aussi un côté artistique très développé. Le soir du 6 mai 2002, un peu après 8 heures le soir, Jessica est aperçue en train de marcher avec une copine en direction d'un arrêt d'autobus. Elle rentrera malheureusement jamais à la maison. Le lendemain matin, Jessica ne se présente pas à l'école. Donc là, les parents ont déjà alerté la police. Alors, ils s'inquiétaient. La direction de l'école appelle les parents. Les recherches de la petite Jessica commencent. La journée passe.
La police, les amis et la famille de Jessica, des nombreux membres de la communauté, tout le monde est à la recherche de l'adolescente. C'est quand la nuit tombe que le père de Jessica, Yves, fait une découverte. Il marche le long d'un ruisseau dans le boisé à quelques mètres de sa maison. Puis il aperçoit dans la boue une des chaussures de sa fille. Fait que là, il y a un horrible sentiment qui s'empare de lui, mais il continue à marcher, tu sais. Mm-hmm. Il se rapproche de plus en plus du cours d'eau. Il s'arrête d'un coup sec. À moitié dans l'eau, le corps de Jessica gît sans vie, le visage dans la boue. Yves est sous le choc. Tu sais, aucun parent devrait vivre ça. Cauchemar. Surtout que le corps de la pauvre Jessica, il est en très mauvais état. Sa peau est blanche, mais d'un blanc effroyable parce que le cours d'eau l'a vidé de son sang. Donc, son corps est juste vraiment froid. Tu sais. Et, détail un peu intense, elle a été poignardée de nombreuses fois, puis sa gorge est tranchée tellement profondément que le couteau s'est rendu jusqu'à sa colonne vertébrale. C'est vraiment... Ouf! L'autopsie révélera que Jessica s'est énormément débattue. 9 de ses 25 blessures témoignent du fait qu'elle s'est défendue très, très fort. Donc, la zone devient immédiatement une scène de crime qui doit être entièrement fouillée puis examinée. La police utilise des détecteurs de métaux pour trouver l'arme du crime, qui est évidemment un couteau, si on se fie aux blessures de Jessica. Mais ils trouvent rien. Ils trouvent cependant des objets personnels qui appartenaient à Jessica, comme des boucles d'oreilles, des clés, d'autres petits trucs. Donc, on sait que c'est elle. Pas loin de son corps, il y a des traces de sang qui sont un petit peu sur des branches puis des feuilles. Et la théorie des enquêteurs, c'est que Jessica a été tuée un peu plus loin puis que le meurtrier a traîné son corps jusqu'au cours d'eau parce qu'il y avait sûrement espoir que l'eau allait effacer les traces d'ADN. Malheureusement pour Jessica, le stratagème a fonctionné parce que la police n'a pas pu trouver de traces d'ADN ou de traces d'agression. Le samedi 12 mai 2002, il y a eu un grand rassemblement commémoratif qui a eu lieu pour la jeune Jessica dans une chapelle de Pointe-aux-Trembles. Après la cérémonie, les gens présents sont sortis à l'extérieur pour lâcher une nuée de ballons bleus, comme de toutes sortes de couleurs, de teintes de bleu. C'était vraiment OK, j'ai vu une photo. Puis dans une des voitures qui était là avec les filles de pressé, ils jouaient la musique vraiment fort, la musique préférée de Jessica. Elle avait quel âge, donc? J'ai zappé. Elle avait 14 ans. Oh my God. Ouais. Il y a aussi des fleurs qui ont été déposées à l'endroit où son corps a été trouvé. Et le corps de Jessica a ensuite été incinéré. Donc là, pendant ce temps-là, l'enquête continue. On ramasse le plus d'informations possible sur les allées et venues de Jessica les jours précédant son décès, mais il n'y a rien qui réussit à amener à un suspect. Donc là, l'été passe, on est en mai. L'été passe, la police est toujours sur le cas, mais à l'automne 2002, toutes les pistes d'enquête sont épuisées. Là, ils n'ont plus de traces, ils ne savent plus quoi faire. Ils commencent à suspecter que le meurtre de Jessica, c'était pas prémédité, c'était pas quelqu'un qu'ils connaissaient, puis que le meurtrier... dans le fond, que le meurtrier la connaissait pas. Et, dans le fond, la pauvre Jessica s'est juste trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, on s'entend. Mais la police perd quand même pas espoir. Le temps passe. Le 7 octobre 2002, le meurtrier de Jessica est officiellement arrêté. Il s'agit d'Angelo Colalillo, un délinquant sexuel qui est vraiment connu des policiers. Ça sort d'où cette arrestation-là? Là, avant de te parler d'Angelo, il faut que je te parle de Nick Paccione. OK. Donc, on met Angelo de côté. OK. Je te raconte l'histoire de Nick. Donc, né en 1969 dans l'ouest de l'île de Montréal, Nick Paccione grandit dans un quartier pauvre où il collectionne les délits mineurs pendant toute son enfance et son adolescence. Sa première condamnation remonte à 1987, quand il a 18 ans. Il est reconnu coupable de cambriolage puis de possession d'armes, puis il reçoit une amende de 125 $ en 87. Ouais, 87. Ouais. L'année suivante, en 88, il est aussi condamné pour possession d'armes, puis il reçoit une amende de 150 $.
Puis en plus d'une probation de 2 ans. Donc là, jusqu'à maintenant, Nick Paccioni, c'est un petit délinquant qui semble pas trop dangereux. Jusqu'à ce qu'on s'intéresse à sa vie sexuelle. Mm-hmm. Paccioni a avoué plus tard avoir commencé à avoir des désirs sexuels hors du commun à peu près vers l'âge de 12 ans. Adolescent, il veut plus focusser sur rien d'autre que sur ses envies sexuelles. Il abandonne l'école, il rejette tous ses amis, puis il trouve un emploi à temps plein pour pouvoir s'acheter des magazines porno. Eh oui. Ouais. Puis il a aussi l'habitude de fréquenter des peep shows. Ah ouais! À 14 ans, Paccioni commence à se prostituer. Sa clientèle est constituée d'hommes un peu plus âgés ayant des désirs homosexuels refoulés. Le jeune homme, il se consacre aussi à d'autres activités illégales comme le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Des passe-temps casual. Des petits red flags. En 90, il est condamné à 4 ans de prison à la suite de plusieurs agressions sexuelles violentes sur des jeunes filles âgées entre 10 et 20 ans. Il a l'habitude de faire peur à ses victimes avec une arme à feu pointée sur leur tempe ou avec un couteau, puis il les entraîne dans des ruelles ou dans leur maison pour les forcer à lui faire une fellation ou à les agresser sexuellement. C'est comme son pattern. Son pattern, oui. Son modus operandi. Voilà. En prison, Paccioni décide de jouer avec le système puis de se faire gentil garçon. Il accepte de suivre une thérapie pour les délinquants sexuels qui l'amène à obtenir une libération conditionnelle. Bon, ce qui devait arriver arriva. Il récidive. Mm-hmm. Il est accusé d'agression sexuelle armée et enlèvement. Donc, retour en prison pour une durée de 7 ans. Il décide que là, il veut plus recevoir des traitements, il veut plus suivre des thérapies. Son comportement, il se détériore gravement. Apparemment qu'il avait des envies sexuelles trop fortes envers le personnel féminin carcéral, puis il est devenu super agressif envers elle. Puis toutes les femmes avec qui qui travaillaient avec lui envers sa présence, ils ont fait beaucoup, beaucoup de plaintes envers lui. C'est intense. Ouais, ça va vraiment pas. Toujours en prison, il réussit à mettre la main sur les coordonnées. Ça, je trouve ça un peu wack, là. Il lisait un magazine pour les jeunes filles, genre cool. Ouais. Il a trouvé les coordonnées, donc l'adresse d'une petite fille de 14 ans. Oh my God. Puis il a commencé à correspondre avec elle. Il envoyait des lettres. Oh non. T'sais, on s'entend que les lettres, c'était pas « Allô, veux-tu être mon ami? Donc, les lettres se font de plus en plus osées puis décrivent en détail les fantasmes sexuels de Paccioni envers les jeunes filles. Donc, la jeune fille a porté plainte. La correspondance s'est arrêtée. Pour elle. Ouais. Après quelques années, Paccioni il fait une autre demande de libération conditionnelle qui lui est refusée. Thank God. Puis il se trouve à purger sa peine au complet. Donc, après 7 ans, il a purgé une peine de 7 ans, qui n'est pas tant. Non, c'est ça. Surtout pour son cas. Là. Non, c'est ça. Il est libéré. Cependant, le psychiatre qui le suivait en prison, il a signalé que c'était sûr qu'il allait récidiver. Donc, il y a un juge qui a ordonné une surveillance policière de 30 jours pour connaître un peu ses allées et venues. Comme on peut se l'imaginer, il n'a pas fallu beaucoup de temps aux délinquants sexuels pour retrouver ses bonnes vieilles habitudes. Dans les jours suivant sa libération, les policiers ont aperçu Paccioni dans des peep shows encore, en train d'acheter puis de consommer des magazines pornographiques, puis il est même aperçu à 2 reprises en train de suivre des jeunes filles dans la rue. Il n'y a aucun désir de changer. Donc, Paccioni, il se trouve quand même un appartement à louer dans un duplex. Sa voisine, c'est une jeune femme qui vit seule, malheureusement pour elle. Oui. Ils ont jasé ensemble quelques fois, mais sans plus. Ils ne se connaissent pas vraiment. Ils se disent bonjour dans la rue et tout, mais sans plus. Et elle travaille à un emploi de 8 à 5 du lundi au vendredi. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand elle est au travail, Paccioni, il réussit à s'introduire chez elle, puis il sent ses sous-vêtements. Comportement qu'on a vu dans beaucoup d'histoires, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment typique des agresseurs sexuels. Ça me fait capoter. Il a l'habitude de sortir. D'habitude, il sort avant qu'elle arrive, sauf un après-midi en 2000. Elle ouvre la porte de son appartement et Nick Paccioni se tient droit devant elle. Oh shit. Fait que là, elle se paniquer, elle se met à crier. Ouais. Mais Paccioni la prend par le cou, il met une main sur la bouche, puis il l'entraîne jusqu'au salon. Elle se sent étranglée, elle respire de peine et de misère. Elle se débat du mieux qu'elle peut, puis heureusement,
Elle réussit à se défaire des bras de son agresseur, puis elle court vers la porte d'entrée, elle sort, elle crie pour alerter les voisins, il appelle la police. Fait qu'elle s'en est sortie. Donc, Pachani s'enfuit en courant, mais heureusement, il n'ira pas très loin. La police procède à son arrestation le lendemain. Bon. Lors de son audience, il y a un psychiatre qui déclare que Pachani, c'est l'homme le plus dangereux qu'il a vu parmi les 400 quelques personnes qu'il a évaluées dans sa carrière. Aïe, aïe. T'sais, c'est pas rien, là. Le niveau. Il ajoute aussi que Pachani est animé par ses désirs sexuels déviants puis qu'il n'a aucune intention de changer parce qu'il se décrit lui-même comme un accro au sexe puis qu'il est très fier de lui. À l'âge de 33 ans, Nick Pachani est enfin déclaré délinquant dangereux et est incarcéré à partir du 30 août 2000 pour une durée indéterminée dans le pénitencier fédéral à sécurité maximale de Port-Cartier. Ah. Voilà. Évidemment, son histoire ne se termine pas ici. Donc, en prison, il reprend son passe-temps favori, qui était d'écrire des lettres. Cette fois-ci, il décide de correspondre avec d'autres délinquants sexuels pour entretenir ses fantasmes. Il parle okay. de... Ouais. Donc, il correspond, entre autres, avec un co-détenu qu'il a rencontré en prison du nom de... Angelo! Écoute, c'est quand même moins pire de correspondre avec un autre délinquant sexuel qu'à une pauvre fille de 14 ans, là. Oui et non. Ouais. Parce qu'après ça, il se craint. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis il se donne des idées, maintenant. Donc là, Angelo Colalillo, Nick Pachani, best buddies, grosse correspondance, ça se passe. Donc, Angelo Colalillo, je reviens... au-dessus. Mais comment il a pu, genre, savoir que Angelo, que lui aussi, c'était un délinquant sexuel, tu sais, genre... Ben, je pense qu'en prison, c'est comme tout le monde sait qui est là, pourquoi. Ouais, okay. Ouais. Tu le dis pas, mais c'est sûr que tu payes un gardien puis tu le sais, là. Fait que ils savent que c'est des délinquants sexuels. Ils sont comme, hey comment tu fais, toi? Moi, j'ai avec un couteau. C'est ça, ils sont fiers, là, ils se racontent ça comme nous, on se parle de notre souper d'hier, là. C'est normal puis c'est cool pour eux. Donc, Angelo Colalillo, c'est un revendeur de téléphones cellulaires qui est aussi bien connu des policiers. Lui aussi, il collectionne les délits mineurs, les délits sexuels tout au long de sa vie depuis son enfance. Le même genre que... Nick Pachani. Même affaire. Lorsqu'il fait la connaissance de Pachani, Colalillo, il est en train de purger une peine pour viol. C'est pour ça qu'ils se sont connus. Puis, ils ont comme vu qu'ils partageaient la même passion. J'ai l'impression de parler de gens qui aiment le golf. Donc, il commence quand Colalillo quitte la prison, puisque lui avait fini de purger sa peine pour viol. Il continue à correspondre par lettres. Et dans leurs lettres, qui sont de plusieurs pages, quand je dis plus, c'est genre entre 10 et 20 pages à chaque fois. Les deux, ils se racontent leurs fantasmes sexuels en détail. Mais surtout, ils décrivent vraiment fièrement les nombreuses agressions puis même les meurtres qu'ils ont commis. C'est cave. Parce que ça... Oui, mais ça leur a quand même pris du temps, les autorités, avant de loader. Okay? C'est un gardien de prison qui effectuait une vérification de routine du courrier qui est tombé sur une lettre dite très troublante adressée à Nick Pachani. Donc, la lettre était accompagnée, entre autres, d'images pornographiques de fillettes. Ce qui a sonné une méga cloche. Il y a donc une permission spéciale qui a été accordée pour surveiller de plus près le courrier de Pachani. Pour préserver leur identité, les lettres étaient signées Frank ou Frankie. Puis lorsqu'ils décrivaient les meurtres et ou leurs agressions de manière sadique et violente, ils s'assuraient de parler à la troisième personne puis ils parlaient au nom de Bob. Donc c'est Bob qui faisait tout ça. Exactement. Il y a des analystes qui se sont mis sur le cas, évidemment, et ils montent un dossier en faisant des photocopies des correspondances entre Pachani et Colalillo. Parce que, j'imagine qu'ils font ça subtilement parce qu'ils veulent qu'il continue à s'écrire. Exactement, Parce que là, tu sais, c'est signé, c'est à lui, mais il parle à la troisième personne, puis ils n'ont pas leur nom. Donc, il faut qu'il y ait des preuves, tu sais. Donc, comment ils font ça? Ils commencent à comparer les détails des lettres quand il parle des meurtres et des agressions, au rapport de police des affaires non résolues pour voir s'il y aurait des concordances. Ce qui est quand même intelligent. Comme de fait, il y a l'histoire qui est décrite dans une des lettres qui correspond aux événements qui ont été rapportés par une jeune femme en juillet 2002. Donc, je parle pas de Jessica, qui est aussi à Rivière-des-Prairies.
Le rapport mentionne qu'une femme attendait l'autobus, c'est comme son patin, à un arrêt sous la pluie quand il y a un homme dans une Malibu de couleur pâle, donc une voiture, s'arrête pour y offrir un lift. La femme accepte, mais dès qu'elle embarque dans l'auto, l'homme se met à lui toucher les cuisses, les seins, etc. La femme crie, elle se débat, puis elle réussit à ouvrir la porte et à s'enfuir. Elle réussit pas à voir la plaque d'immatriculation, mais elle donne une description physique quand même brève de son agresseur. Ouais. Ils n'ont pas réussi à faire un portrait robot, mais ils ont quand même une petite description. Donc, il y a plusieurs détails qui étaient fournis dans la lettre de Bob qui coïncidaient avec ce rapport-là. Entre autres, ils donnent l'heure exacte, ils parlent de la température parce qu'il pleuvait ce soir-là, puis ils mentionnent la date. Puis, bien que le nom d'Angelo Collallo n'était pas là, son adresse, ça y était. Oh! Donc, des policiers se déplacent chez Collallo, puis ils voient stationner dans la rue une Malibu de couleur pâle, ce qui correspond à la voiture décrite par la jeune femme agressée. Et là, j'ai mis un petit astérix parce que je veux faire une parenthèse là-dessus. Parce que je soulignais à quel point c'est important d'aller vers les autorités quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent, même si on n'a pas beaucoup de détails, parce que cette histoire-là, ça prouve que ça en prend pas beaucoup pour que les policiers, les enquêteurs, les analystes, etc., eux, ils fassent des liens puis ils soient capables d'arrêter le suspect. Ouais. Tu sais, c'est loin, là, une Malibu de couleur pâle, mais tu sais, juste qu'elle ait mentionné ça, la jeune femme, ça l'a fait en sorte qu'elle a été capable d'arrêter, tu sais, plusieurs années plus tard. C'est hot, là. Fait que, tu sais, c'est un petit détail, mais c'est tellement important. Tu sais, c'est leur job de faire des liens de même, puis ils ont réussi, tu sais, dans ce cas-là. Fait que tout ce qu'on peut se rappeler, se dire c'est exactement, ultra important. Souvent, dans les nouvelles, tu sais, les parents, mettons, exemple d'un enfant disparu, ils disent n'importe quel détail compte. Ouais. Puis ça, je trouvais que c'était la preuve de ça. Ouais, c'est un bon exemple. Ouais. Fin de ma parenthèse. Je t'ai saoulée. Donc, après une recherche rapide sur la plaque d'immatriculation de la Malibu, les policiers voient que la voiture appartient à un homme de 38 ans du nom de Angelo Collallo. Puis, c'est un délinquant avec un dossier long comme le bras, donc ils connaissent bien. Oui, dans son dossier criminel, d'ailleurs, entre autres, ça dit que Collallo a déjà purgé 11 ans de prison pour séquestration puis agression d'un policier en 87. Il y avait 6 ans plus tard, il a obtenu une liberté conditionnelle pendant laquelle il a commis un viol qui l'a renvoyé en prison. On voit le genre de gars. Donc, la maison devant laquelle la voiture de Collallo est stationnée appartient à monsieur et madame Collallo, ses parents. OK. Parce qu'il avait dû emménager avec eux après sa dernière sortie de prison, parce qu'il n'y avait plus une scène, on s'entend. La police ne procède pas tout de suite à l'arrestation de Collallo parce qu'ils n'ont pas assez de preuves. T'sais, ils se sont dit, tant qu'à l'enfermer, on va l'enfermer pour de bon. Ouais. Ils font donc venir la jeune femme qui a subi l'agression dans la voiture en juillet au poste, puis ils montrent des photos de plusieurs hommes à travers laquelle il y avait Angelo Collallo. Ouais. Et la jeune femme, elle l'identifie vraiment rapidement. Elle dit, c'est lui, aucun doute, c'est lui. Donc, déjà là, ils ont ça. Les policiers font une demande pour un mandat d'arrestation de perquisition, mais apparemment que ça prend quelques jours, donc ils doivent attendre. Mais ils surveillent quand même le suspect de près parce qu'ils veulent s'assurer qu'il ne fait pas d'autres victimes entre-temps. Quand les mandats arrivent, les policiers arrêtent officiellement Collallo, puis ça a l'air qu'il est resté très froid et très calme pendant tout le processus. Il procède à la fouille de son domicile, ou celui de ses parents. Ouais. Puis, il trouve des objets appartenant à la jeune femme qui a été agressée en juillet, puis les lettres écrites à Nick Paccioni. Apparemment qu'il trouve aussi un sac, dans Dark Putin, il disait ça, il trouve un sac contenant des objets étranges qui seraient, selon les policiers, son kit de viol. Ah ouais. Probablement couteau, petite corde. Ouais. Tie wrap, couteau. Ouais. Donc, dans son ordinateur personnel aussi, les policiers tombent sur encore plus de correspondance entre Collallo et Paccioni. Collallo est donc détenu jusqu'à son procès pour l'agression faite en juillet. Pendant ce temps-là, les gardiens de la prison où se trouve Nick Paccioni fouillent sa cellule, puis ils mettent la main sur plus de 300 lettres, dont au moins 30 ont été prouvées plus tard comme étant écrites par Angelo Collallo.
Encore une fois, les analystes examinent les lettres pour trouver les concordances avec les cas irrésolus, surtout les cas de viol ou d'agression sexuelle. En prison, Colalillo, vraiment fier de ses exploits, entre gros guillemets, il en est tellement fier qu'il casse les oreilles de son compagnon de cellule avec ses histoires. Puis le compagnon de cellule, c'est un meurtrier à la base. Mais ce que Colalillo lui raconte, ça l'écœure tellement qu'il décide de devenir délateur. Tu sais, souvent, en prison, ils disent « I'm not a snitch », puis ils veulent pas rapporter rien. Mais le gars est que non, ce gars-là, il est trop dégueulasse. Donc, Colalillo, il se vante particulièrement du viol, du meurtre d'une jeune fille qui est connue en mai 2002 à Rivière-des-Prairies. Et ce que son compagnon de cellule fait, il prend tout en note. Il y a genre un carnet, là, puis il prend tout en note. Colalillo spécifie qu'après avoir fait le viol en 2002, il a mis le corps de la jeune fille dans l'eau pour faire disparaître les preuves. Donc, il précise aussi qu'il y a plusieurs détails. Il y a comme plusieurs détails aussi qui précisent que personne ne pouvait savoir autre que le meurtrier. Donc, avec les notes du compagnon de cellule, là, il voit qu'il vient d'avouer le crime de Jessica Grimard. Le meurtre, pardon, de Jessica Grimard. Donc là, en quelques mois, le compagnon de cellule, il a réussi à monter un dossier assez béton contre son compagnon de cellule à lui, avec les détails horribles des dates, des noms, puis même il y a des cartes qu'il a dessinées à la main pour retrouver des corps. Toutes ces informations-là se retrouvent dans les mains des enquêteurs qui travaillent sur les correspondances entre Colalillo et Pacini. Donc, d'ailleurs, dans ces fameuses lettres-là, Colalillo, il se vante en expliquant ses stratégies. Il parle, entre autres, du fait qu'il aime regarder l'émission de télévision CSI parce qu'apparemment, ça lui donne des idées sur comment couvrir ses crimes. Oh my God. Je suis sûre qu'il y en a plein qui font ça. C'est sûr. Ah oui. Ils disent « si eux, ils le font, moi aussi, je suis capable. » Ouais, c'est un bon truc. Il parle aussi de ses nombreux déguisements, de la casquette de baseball qu'il utilise pour se couvrir les yeux, puis même les outils qu'il aime utiliser pour torturer ses victimes. Il est open, le gars. On sait-tu, il y a combien d'agressions racontées dans ces lettres-là? Non, on sait pas au total. On sait 3 meurtres. OK. Mais on sait pas combien d'agressions au total. D'agressions on sait que Nick, il y en a au moins 20. Colalillo, on sait pas. J'étais rendue où? Il raconte aussi qu'une de ses mises en scène préférées pour rentrer dans les maisons des jeunes femmes. C'est de cogner à la porte d'une femme qui sait qu'il habite seule, après une petite surveillance bien normale. Un petit voyeurisme. Il se fait passer pour un réparateur ou un livreur de fleurs. Après ça, il demande à utiliser la salle de bain. Puis, il plonge quelque chose dans la toilette pour la bloquer. Donc là, il appelle sa victime. Il dit « la toilette est bloquée, blablabla. » Et une fois que la femme est prise au piège dans un petit endroit fermé, une salle de bain, il jette sur elle la maîtrise, il l'étrangle puis la viole. D'habitude, c'est sa manière de fonctionner. Les 2 agresseurs meurtriers, Nick et Angelo, parlent très ouvertement de leur fantasme de violer puis de tuer. Ils se comparent même à Paul Bernardo et Carla Homolka, qui sont leurs idoles. Et enfin, dans la lettre numéro 13, qui est datée du 2 mai 2002, donc 5 jours avant le meurtre de Jessica Grimard, Colalillo avoue un autre viol et un meurtre qu'il a commis en 93. Donc, je te parle de Christine... je sais pas son nom, comment ça se prononce. Christine Speck. S-P-E-I-C-H. Speck. OK. Donc, un après-midi de février 93, Colalillo a réussi à s'introduire dans le domicile de Christine, 12 ans. 12 ans, je tiens à spécifier. Grâce à un de ces subterfuges que je viens de mentionner. Donc, la petite Christine, elle avait travaillé super fort puis super tard sur un projet de classe la veille. Elle était restée à la maison pour dormir un petit peu plus tard. Elle laisse donc Colalillo entrer chez elle sous un faux prétexte X. Puis, il lui saute dessus. Il la maîtrise, il demande où est sa chambre. Elle lui montre, Colalillo l'amène, puis il la viole sauvagement. Après qu'il en ait fini avec elle, il craint que la petite fille elle va parler. Donc, il l'étrangle sur son lit jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Puis, il met ensuite le feu à la maison, puis il laisse la jeune fille à l'intérieur. Ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que, selon les autorités, la jeune fille est décédée dans un incendie qui a été causé par une installation électrique défectueuse. Donc, il a fallu 9 ans
pour que la police se rende compte que la mort de Christine, c'était pas un accident, mais qu'elle avait été violée puis assassinée. Oh my God! Je sais pas comment ça s'est passé. Ben genre, probablement que si le corps a été brûlé dans l'incendie, il y avait comme moins de preuves, je sais pas. Probablement. Tu sais, c'était en 93 aussi, là, ça fait longtemps. Ouais, il était peut-être moins allumé. Dans tous les là-dessus. cas, c'est fucking horrible. Oh mon Dieu! Puis c'était où, on sait-tu? C'était... Non, je sais pas exactement c'était où. OK. Ben, ça devait être pas loin de Rivière-des-Prairies, là. C'est pas mal tout là que ça se passe. Mm. Dans la lettre suivante, la numéro 14, qui date du 5 mai 2002, entre Colallo et Nick, Colallo dit qu'il a l'envie de recommencer lui démange. Il dit que c'est une drogue puis qu'il a besoin de plus. Sûrement qu'il parle de tuer et violer. Il mentionne aussi le viol survenu 2 semaines plus tôt sur une fillette de 11 ans qu'il n'a pas tuée. Il avoue aussi le meurtre d'une autre jeune femme du nom de Annalisa Cefali. Donc, Annalisa Cefali, en 93, c'était quelques mois après qu'il ait violé et assassiné Christine Speck, Colallo a fait une autre victime. Donc, Annalisa Cefali, elle avait 20 ans. Puis, elle aussi est tombée dans le piège de Colallo puis l'a fait rentrer chez elle. Même pattern, une fois à l'intérieur, Colallo s'est jeté sur elle, la viole, l'étrangle jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Puis, fidèle à ses habitudes, il a mis feu à la maison en y laissant le corps de la pauvre Annalisa. La police a conclu à un suicide. Hein? Voyons, 93, c'était pas votre année, les policiers dans ce coin-là. T'sais. Donc, pour retour aux lettres, arrive ensuite le sordide jour du 6 mai. Là, les communications entre Colallo et Pacciani cessent brièvement. C'est une semaine plus tard, le 6 mai, c'est la journée où Jessica est décédée. Une semaine plus tard, le 15 mai 2002, il y a une nouvelle lettre qui émerge. Elle commence par « Je pense que j'ai fait une grosse gaffe. J'ai laissé des traces. » C'est signé Frankie. À partir de ce moment-là, Jessica Grimard, elle commence à apparaître dans les médias sociaux. Pas les médias sociaux, les médias. La télé, les journaux et tout. Puis là, Colallo commence à stresser, puis il suit l'affaire de vraiment près. Et dans toutes ses autres lettres, après, tu vois qu'il parle à Nick, puis il est comme « OK, il y a un nouvel article de journal qui est sorti. » Non. Il en parle vraiment. OK. C'est dans la lettre numéro 16 d'une quinzaine de pages, qui est datée du 17 mai 2002, qu'on apprend les détails horribles du meurtre de Jessica Grimard. Donc, Colallo parle à la troisième personne, puis il signe la lettre Bob. Il raconte qu'il repère Jessica en train de marcher le soir du 6 mai, puis il réussit à l'entraîner dans un bois en la menaçant avec un couteau. Il l'oblige à se déshabiller, il la viole. Ensuite, il la force à se rhabiller, puis lui ordonne d'aller se laver dans le petit ruisseau pour enlever les traces d'ADN. Il lui promet qu'il va la laisser partir, ce qu'il n'a aucune intention de faire. Quand Jessica termine de se rincer, Colallo il tranche la gorge avec son couteau. Il la poignarde ensuite plusieurs fois. C'est comme si elle n'était pas décédée déjà. Puis il la laisse face dans la boue. Au cours des heures qui suivent, il se rend 2 fois de plus sur place pour tenter de faire disparaître les preuves. Donc, une de ces fois qu'il jette le corps dans l'eau en espérant qu'elle se fasse emporter par le courant, ce qui n'est pas arrivé. Donc, après ça, grâce à tout ça, on a réussi à officiellement condamner Angelo Colallo. Donc, au début de l'année 2003, il est finalement accusé pour les meurtres de Jessica Grimard, de Christine Speck et d'Annalisa Cefali. Et il est aussi accusé de 2 autres agressions sexuelles. Donc là, il y en a juste 5. Mais c'est sûr qu'il y en a vraiment plus. Puis il a déjà purgé des peines pour d'autres qu'il a déjà fait. Tu sais, pourquoi ce gars-là, il est... Parce que, en liberté. Ouais, c'est ça. Il aurait dû être flagué délinquant dangereux tout de suite. Là. Vraiment. Donc, il est placé, tu sais, comme ils ont fait avec Nick Pacciani. Lui a été délinquant, déclaré délinquant depuis 2000, prison à durée indéterminée, that's it. Bref, il est placé en détention en attendant son procès du lundi 9 janvier 2006. Il avait comme plan de plaider non coupable puis d'être jugé par un jury. Non coupable. Non, attends, ça, c'est pour l'agression? C'est pour tous ses chefs d'accusation. Puis il plaide non coupable à tout. Mais lui, il est accusé du meurtre, puis de tout. Il est accusé de 3 meurtres et 2 agressions. OK, bonne chance. Mais le problème, c'est que le procès n'aura jamais eu. Parce que il est retrouvé inconscient dans sa cellule à la prison de Rivière-des-Prairies le samedi 7 janvier. Donc 2 jours avant son procès.
Il a tenté de se suicider en avalant une grande quantité de pilules qu'il avait amassées en prison. On l'a transporté à l'hôpital parce que quand il l'a trouvé, il n'était pas décédé. Mais il est mort. Il est allé aux soins intensifs puis il est mort quelques jours plus tard. Alors, il avait 41 ans. Donc, bien que les familles soient vraiment déçues qu'il n'y ait jamais eu de procès, elles se sont ont ouvertement parlé du fait qu'ils sont tout de même contents qu'ils ne soient plus sur cette planète. Ils ne peuvent plus faire de mal. Puis au moins, ils ont eu une réponse. Ils savent c'est qui et qu'est-ce qui est arrivé. Pour ce qui est de Nick Paccioni, sa demande de libération conditionnelle a été retardée après qu'il ait été reconnu coupable d'avoir conseillé à Colalilo de commettre d'autres meurtres. Sa libération conditionnelle a été refusée en 2021. Fait qu'il est toujours à Port-Cartier aujourd'hui. On espère qu'il reste là. Et non, si ce gars-là, il sort, c'est sûr qu'il s'en va direct dans une ruelle commettre des choses horribles. Donc voilà, c'était l'histoire de... J'en avais jamais entendu parler. Puis les deux, en fait, d'Angelo, son modus operandi, ça me fait vraiment penser à William Fife. Oui, c'est même... Tu sais, William Fife, il se faisait passer pour un homme à tout faire. Là. Il spottait des femmes seules, puis il allait cogner chez eux. Il disait qu'il écoutait des émissions de CSI pour s'inspirer. Il disait qu'il était fan de Paul Bernardo, Carla Molcat. Tu sais, ça se pourrait qu'il connaisse très bien Fife, puis... Fife, il s'est fait pogner en 99, il s'est fait pogner en 2003. Il en a entendu parler, c'est sûr. C'est sûr que oui. C'est sûr qu'elle le voyait comme un... Ben oui. Puis c'était à Montréal aussi, en plus, là. Donc, on finit pas ça là. On finit ça sur une note positive. J'ai un shout-out à faire. Vas-y. T'as pas réagi. Oui, j'étais comme encore... Oui, OK. Sur le choc. Oui. Chloé puis Alexis a dit... si jamais vous manquez de personnes à qui faire un shout-out, moi et mon copain Alexis apprécieraient beaucoup. J'ai dit noter. Donc, allô Chloé et Alexis, merci beaucoup de nous écouter. Et aussi, j'ai quelque chose sur Saint-Jérôme à dire qui est pas drôle, mais c'est quelqu'un qui nous a écrit, je sais pas si elle voulait être anonyme ou pas, bref. Elle dit coucou les bines. Tu sais, je vais passer à une première partie. Elle dit... Je pense littéralement que depuis que je vous écoute, c'était mon rêve de vous écrire pour un crime de potin que vous allez adorer. Saint-Jérôme. OK, Saint-Jérôme. Mon ami habite là-bas et travaille au Carrefour et tantôt, 2 policiers sont rentrés dans son magasin pour lui demander si elle avait vu 2 jeunes hommes parce qu'ils avaient des couteaux avec eux et qu'ils venaient de poignarder quelqu'un. Oh. Je sais pas si c'est 100% vrai, mais on va peut-être le voir aux nouvelles prochainement, mais je pense que ça pourrait être complètement vrai. By the way, j'adore votre podcast. Un autre crime à Saint-Jérôme. Ça se peut qu'on aille 2 gens armés avec des couteaux qui ont commis des meurtres il y a pas longtemps. On sait pas s'il y a un mort. C'est vrai. Peut-être juste quelqu'un de blessé. Fait que peut-être qu'on va avoir une histoire à raconter dans pas long. Peut-être. On sait pas. À suivre. À suivre, Saint-Jérôme. Merci de nous... Il y a quelqu'un aussi qui nous a écrit que... Ah merde, je pense que c'était super courriel. Je suis poche avec Qui disait quoi? Que Jean-René Dufort, il venait de... Oui, Jean-René Dufort, il vient de Saint-Jérôme. On en a-tu déjà parlé? Je pense pas qu'on l'a déjà mentionné, mais dans Infoman, souvent, il rit de Saint-Jérôme comme... Je l'écoute jamais. Ça existe encore, Infoman? Ben oui. Moi puis Anthony, on l'écoute religieusement toutes les semaines. Ah oui. Mon Dieu. Ouais. Mais je me rappelle plus, il y a quelqu'un qui nous l'a écrit, là. Ah oui, il y a Infoman qui vient de là, puis je pense que PKP aussi vient de Saint-Jérôme. C'est vrai? C'est toi que c'est drôle. Ah, mon Dieu. Ben, écoute, merci. On aime toujours les potins sur Saint-Jérôme. On vous aime, Saint-Jérôme. Oui. Ben, à part les pas fins. Oui, à part les pas fins. Mais nos auditeurs à Saint-Jérôme, on vous aime. Oui, ceux-là, on les aime. À part si vous êtes pas fins. Ouais. Bref, on s'en va nulle part avec ça. Okay. C'était l'épisode de cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci. Puis on se voit bientôt. Bye! Bye. Je suis brûlée. Tu me brûles. Tu me brûles.